Je vous présente aujourd'hui notre 475e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, un nouvel attentat a secoué l'Angleterre quelques jours seulement après celui de Manchester, cette fois dans le centre de Londres. Le Royaume-Uni n'a-t-il pas, selon vous, dans sa gestion interne du communautarisme grandissant intramuros, encouragé, voire provoqué cette escalade de la violence et du terrorisme? Oui, c'est sûr que l'attitude de la Grande-Bretagne est extrêmement libérale à l'égard du problème de l'immigration massive. Et en particulier, une liberté absolument totale est donnée, y compris aux imams qui, dans la rue, prêchent le salafisme et presque le terrorisme. Et après tout, ce qui arrive à l'Angleterre est un petit peu prévisible, et je pense que ça va leur servir de leçon. Ils ont d'ailleurs, avec la virilité qui les caractérise, la virilité historique, ils sont capables de se défendre. Cela étant, encore une fois, le phénomène du terrorisme est médiatiquement multiplié, bien sûr, mais il s'agit de pertes qui sont sans rapport avec les épreuves que nous avons connues, en particulier pendant les guerres. Et alors hier encore, un double attentat à Téhéran visant des points stratégiques a eu lieu après la mise en quarantaine du Qatar, juste après, comme par hasard, par les autres pays du Golfe, sous prétexte d'entente économico-politique avec l'Iran. Croyez-vous que cette attaque soit, dans un premier temps, liée au hasard? Et ensuite, quelle puissance, selon vous, quelle puissance externe profiterait d'un embrasement général de cette sulfureuse partie du globe, Président? Je me pose la question comme vous, mais il est certain qu'il y a beaucoup d'obscurité dans le déroulement de ces événements. Et on peut se poser la question, mais qui tire les ficelles véritablement du terrorisme qui est imposé à l'Europe et à son rythme? Parce que je dois dire que l'attaque au marteau d'un policier me paraît hors de proportion avec les moyens modernes de destruction qui sont à la disposition de Daesh, qui vient, je vous le rappelle quand même, de lancer à la France un ultimatum qui arrive à aboutissement le jour des élections, je crois, et promet à la France un bain de sang, et j'espère que le gouvernement Macron aura la virilité suffisante pour y résister. Mais alors, pour en revenir donc à l'attaquant à coups de marteau, Farid Iken, le fameux étudiant algérien de 40 ans, qui a attaqué un policier à coups de marteau, il avait reçu en 2009, figurez-vous, le prix de journalisme contre les discriminations de la part de la Commission européenne. Cela vous étonne-t-il, Président? Non, non. La complicité de certains milieux européistes ou nationaux, même avec le terrorisme et l'islamisme radical, n'est pas à démontrer. Nous savons bien qu'il y a là une espèce de colonne, cinquième colonne, qui agit au bénéfice d'intérêts qui ne sont pas ceux de la France. Bien alors, les forces de la coalition ont encore frappé ce mardi nombre de troupes armées de la République syrienne, alors que celle-ci menait un front stratégique anti-Daesh à la frontière irako-syrienne, justement. Quel jeu, à quoi joue l'Amérique, selon vous? Ah, question que je me pose, parce que l'Amérique, c'est beaucoup dire. Vous savez qu'il y a comme moi, qu'il y a en Amérique plusieurs agences rivales qui contredisent quelquefois leurs actions. Difficile de savoir qui est responsable de cette abomination qui consisterait à bombarder les troupes alliées en quelque sorte. Bref, retour aux élections législatives. Benoît Hamon voit déjà le Parti socialiste dévoré par la République en marche. Fait-il, selon vous, preuve pour une fois de clairvoyance? Oui, lui, il ne peut pas s'attendre à une grande victoire. C'est déjà prévu depuis longtemps. Le Parti socialiste est en déshérence. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le socialisme va disparaître. Et là, cela dit, je pense qu'il y a dans le monde un mouvement de droitisation des opinions et dont la France aurait dû bénéficier de façon plus claire qu'elle ne l'a fait en élisant M. Macron président de la République. Alors vous vous êtes exprimé cette semaine quant au projet de refondation du Front National. Que risque, selon vous, le parti dans cette énième stratégie, dans un premier temps? Et ensuite, que conseillez-vous à sa présidente Marine Le Pen? Écoutez, moi je crois qu'il faut aller dans un congrès, il y a 3 ans qu'il n'y en a pas eu, et que l'on fasse vraiment l'examen critique des positions politiques qui ont été défendues. Parce que sans examen critique, il n'y a pas de possibilité
de redresser la ligne. Avant toute chose, il s'agit moins de refonder que de préciser quelle va être l'action du Front National, qu'il ait ou qu'il n'ait pas beaucoup de députés d'ailleurs à l'Assemblée nationale contre la politique menée par M. Macron à partir d'une majorité qu'on suppose devoir être absolue si on suit les sondages. À ce moment-là, chaque jour amène sa peine, et puis le Front National sera et devrait être en tout cas la force principale d'opposition, et à partir de ce moment-là se définir comme une alternance possible après que Macron aura fait le tour de la chose. Oui, alors le mariage posthume du policier Xavier Jugelé avec son compagnon a été célébré la semaine passée par Anne Hidalgo, la maire de Paris, en présence de François Hollande. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les conditions qui autorisent justement un mariage posthume, écoutez, président? il me paraît qu'on a violé la loi, semble-t-il, puisqu'il me croit que ces mariages posthumes, qui sont tout de même relativement étonnants, il s'agit de se marier avec un mort, ont pour objectif sont prévus en cas de grossesse. Mais je ne sache pas que l'amant de M. Gigelet ait été touché par la grossesse quelconque. Non, je vois dans cette opération, que je trouve encore une fois scandaleuse, par la présence officielle du président de la République et de Madame Hidalgo, je vois une campagne destinée à comment dirais-je, populariser l'idée du mariage homosexuel. Voilà. Ça s'était fait déjà par la déclaration inopinée de son compagnon, oui, lors des obsèques solennelles qui s'étaient produites à Paris. Et là, avec ce mariage qui revient en quelque sorte au premier rang de l'actualité, il y a évidemment la volonté d'une campagne politique. Pour enfoncer le clou, pour banaliser. Oui, si j'ose dire. Nous sommes en plein jeu de Roland Garros. À cet effet, vous vouliez nous parler d'une vedette française. Ah, vous savez que la première grande vedette féminine française, mondiale, a été une Française, qui s'appelait Suzanne Langlain, qui était née à la fin du siècle précédent, en 99, je crois. Et ceci se situe aux environs de 220. Elle a été championne olympique, médaillée olympique, et ça a donné lieu à une chanson que probablement je dois être le seul Français aujourd'hui à connaître, peut-être même le seul humain à connaître. Voilà, je vais vous la chanter. Ah, Suzanne, Suzanne, quelle obsession! Ce n'est plus de l'amour, c'est de la passion. Dans tous les journaux qu'on tire, il y a ta photo, il y a ton bandeau, tes dents et ton sourire. Ah, Suzanne, Suzanne, il y en a que pour toi. Ah, Suzanne, Suzanne, partout on te voit. Ton coup de raquette fait pas mais les rois. Ah, Suzanne, Suzanne, il y en a que pour toi. Bravo. Dernier hommage à Suzanne Langlain, dont un des contes d'ailleurs de Roland Garros porte le nom. Oui, en effet. Moi, je vous remercie en tout cas cette petite partie de chant. Et nous voulions alors revenir à vos lectures, cher président. Cette semaine, vous en avez quelques-unes. J'ai tenté de lire 2 livres. Un qui est très célèbre parce que, paraît-il, il se serait déjà vendu à plus de 8 millions d'exemplaires, qui est un livre de Paula Hawkins qui s'appelle La fille du train, et dont je dois avouer que pour ma part qu'il m'est tombé des mains, parce que je le trouve profondément ennuyeux. Bien qu'il soit baptisé thriller, ce qui avait attiré évidemment mon attention, j'ai de la peine à le finir. Je le lis comme un devoir, en quelque sorte. Alors, je ne le recommande pas parce que, sauf pour les gens qui aiment le thriller psychologique, qui moi n'est pas ma tasse de thé. Enfin, bon. Et puis alors un autre livre dont j'attendais mieux, qui est un livre d'Irène Frein, compatriote, comme on le sait, et qui est intitulé Les naufragés de l'île Tromelin. C'est écrit à partir d'un épisode dramatique de l'histoire navale française, puisque c'est le naufrage d'un bateau français sur un petit récif corallien qui se trouve à l'est de Madagascar et sur lequel vont survivre à la fois l'équipage, je crois qu'ils sont 150 ou quelque chose comme ça, et
la cargaison d'esclaves. Et ils vont réussir à survivre, à s'échapper en construisant une espèce de super radeau, une barcasse, mais ils ne pourront pas revenir tenir la promesse du lieutenant qui remplace le capitaine d'aller chercher les esclaves noirs. Et je pense que la plupart d'entre eux vont mourir, et quand on trouvera de nouveau ce petit rocher qui se trouve dans l'océan Indien, eh bien il restera 7 ou 8 survivants, je crois. Voilà, c'est l'histoire que raconte Irène Frein, qui est certainement une femme de plume, mais pas une femme de mer. Ça c'est dit. Alors vous vouliez annoncer un colloque? Annoncer une réunion dans les mondes amicaux qui s'appelle Une autre Europe est impérative. C'est un colloque organisé par Gabriele Adinolfi, qui a été un peu un historien des années de plomb en Italie. Alors ce colloque, s'il vous intéresse, aura lieu, je ne sais pas. Le samedi 17 juin à Paris. Samedi 17 juin à Paris, voilà. D'accord. Alors, les gens que les colloques intéressent peuvent se rendre là. Mon ami Adinolfi en sera certainement très heureux. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment, cher président. Merci. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller voter. Oh, je vais voter. C'est même le seul déplacement que je vais faire dans le cadre de la campagne électorale pour les quelques jours qui restent. Merci.